bienvenue sur le plateau de Débadoc. Vous venez de découvrir ou redécouvrir le documentaire La double vie du cognac. Nous allons accueillir sur ce plateau Monsieur Philippe Jouot. Vous êtes coprésident de la commission communication du Bureau national interprofessionnel du cognac, à savoir le BNIC. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Jean-Hubert Lelièvre, vous êtes président délégué de Charente Tourisme, c'est bien ça ? Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Mathieu Durand, vous êtes bouilleur de cru, Le Maine Giraud, donc un domaine qui appartenait pour la petite histoire à Alfred de Vigny. Bonjour. Et enfin en visio, Stéphane Daugeron, vous êtes responsable des circuits touristiques de la maison NC. Bonjour. Bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif du débat, à savoir cognac et tourisme, j'ai une question pour vous, Monsieur Jouot. On vous a vu, vous participez à ce documentaire. Une question reste en suspens. Avec cette double image du cognac, est-ce que le cognac risque de perdre un peu de son identité, de s'américaniser en fait ? Absolument pas. Cette histoire outre-Atlantique, elle existe déjà depuis de nombreuses décennies. Ça n'a rien de nouveau. Les Américains ont adopté le cognac depuis très très longtemps. Il n'y a aucune raison que ça puisse être dommageable à l'image du cognac. Bien au contraire, ça contribue fortement à la moderniser, à la rajeunir, et surtout ça montre la versatilité que peut avoir le cognac par tous les différents modes de consommation qu'on peut avoir avec ce produit. Et justement, pour parler de l'identité du cognac, la maison NC travaille, j'imagine, pour véhiculer cette identité, ce patrimoine. Comment vous y prenez ? On s'y prend de plein de manières différentes, mais si on revient sur les États-Unis, on a beaucoup de collaborations avec des artistes, et c'est des artistes qui vont venir vivre un moment ici à Cognac et s'imprégner de nos valeurs, de nos savoir-faire, et ensuite les retraduire bien sûr avec tout leur talent. Et voilà le genre de manière, par exemple, sur lequel on va avoir ce lien entre un marché comme le marché américain et nos clients là-bas, et tous nos savoir-faire, notre culture, nos origines ici. Mathieu Durand, vous, comment vous faites vivre cette histoire du cognac et l'histoire également de votre domaine ? Alors en fait, l'idée principale, c'est vraiment de recevoir le public sur place et de montrer comment ce produit est élaboré. On part de la vigne jusqu'à la mise en fût, donc en parlant bien sûr de la distillation. Et donc c'est vraiment un travail qui est fait de vulgarisation, en tout cas de proposer aux personnes de connaître tout ce qu'il y a derrière ce produit cognac qui est internationalement reconnu. Mais on ne connaît pas forcément la fabrication, on ne connaît pas forcément l'histoire, les personnes qui peuvent intervenir derrière. Et donc, le fait d'accueillir sur place directement ces personnes permet d'avoir un contact direct, et c'est ça qui est très important. Et comment sont organisées ces visites ? Comment ça se passe, en fait, quand on arrive sur votre domaine ? Alors, la particularité du domaine, c'est qu'il a effectivement appartenu donc à un poète, Alfred de Vigny, donc il y a une double casquette, une double entrée, une entrée littéraire avec un musée qui est consacré donc au poète, et cette entrée donc après viticole avec la visite donc de la distillerie. Donc avec ces deux pans, on arrive vraiment à lier le produit et l'histoire, et c'est vrai que c'est très important aussi de montrer que ce produit, eh bien, il est né il y a des siècles, et tout ça, on a été génération après génération des entrepreneurs. On a réussi à le développer, et aujourd'hui avec la notoriété que l'on connaît. Et ce produit, Jean-Hubert Lelièvre, comment Charente Tourisme le valorise ? Alors Charente Tourisme le valorise de différentes manières. Déjà, il y a une première chose, c'est qu'on le valorise à travers notre marque internationale pour la marque Charente Tourisme. Et donc, on a créé une marque qui s'appelle Atlantic Coast Cognac Country, parce qu'on a conscience de l'image à l'international du cognac. Et ensuite, nous, on la valorise. Il y a peu de temps, on a repris le label Vignoble et Découverte pour accompagner les professionnels du tourisme qui sont liés à l'œnotourisme. Donc là, on essaye de les faire monter en gamme, de les faire monter en qualité d'accueil. Et après, il y a un élément sur lequel on essaye vraiment de jouer, c'est leur donner envie de venir chez nous. Et pour ce faire, il y a dernièrement, en termes d'édition, un guide qui est sorti qui s'appelle le guide Food and Travel. Et donc ce guide, il est là pour mettre en avant les nouveaux talents, les nouveaux visages, à la fois de l'alimentation sur tout le territoire de la zone d'appellation Cognac, et tout ce qu'on peut faire et découvrir. C'est vraiment un élément important de la politique qu'on met en place, tout comme également sera important bientôt la venue de la cérémonie des étoiles du guide Michelin à Cognac, pour justement bénéficier à la fois de la notoriété du guide et
que l'appellation puisse en profiter. Donc finalement, il y a plusieurs outils qui ont été mis en place. Vous parliez également des labels, des certifications. Est-ce que pour vous, les maisons de cognac, c'est aussi des choses qui sont importantes ? Alors la labellisation, effectivement, c'est très important parce que ça permet aussi de montrer déjà une qualité d'accueil. Ça permet aussi de travailler en réseau, de se rencontrer, d'échanger des bonnes pratiques, par exemple, par rapport justement à l'accueil. Donc cette entrée, enfin ce label, ces labels sont effectivement très importants. Est-ce qu'il y a de l'argent quand on obtient ces labels ? Il y a des primes peut-être pour justement favoriser l'attractivité ? Quand on obtient ces labels, on obtient surtout une visibilité et une reconnaissance, parce que la cible no touristique, ce sont souvent des passionnés de vignes, des passionnés d'un produit noble et d'un produit naturel, et donc tous vont s'échanger les bonnes pratiques et vont regarder sur des sites quels sont les endroits qui respectent les qualités liées à ces labels. Et en plus, ce sont des labels qui sont portés au niveau national. Donc au niveau national, on a à peu près 10 millions de nos touristes en France. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir en capter le plus possible chez nous. Aujourd'hui, on estime à peu près pas loin de 700 000 touristes qui viennent spécialement sur le vignoble des Charentes. Et donc l'objectif, c'est de réussir à monter à 1 million de nos touristes et de spiritouristes qui viendront justement au Cognac. Parce que c'est ça, une des spécificités du Cognac, c'est qu'on visite la vigne, mais ensuite on consomme un spiritueux. Donc il y a vraiment ces deux cultures entre le no-tourisme et le spiritourisme. J'imagine aussi qu'il y a deux profils aussi peut-être de touristes, les touristes français, les touristes étrangers. Monsieur Jouot, par exemple, est-ce que vous pouvez nous décortiquer un petit peu ces profils ? En fait, on a été un petit peu plus loin que ça. On a identifié à peu près 4 profils de touristes différents. On a les amoureux des marques qui viennent dans la région de Cognac essentiellement pour visiter leur marque favorite et la découvrir un petit peu plus. On a également les grands amateurs de spiritueux qui, eux, viennent dans la région pour généralement visiter plusieurs maisons, là aussi pour découvrir l'histoire de ces maisons, pour comprendre la différence qu'il peut y avoir d'une maison à une autre en termes de profil aromatique, d'histoire et d'héritage. On a tous les amateurs de vin qui viennent découvrir, qui viennent par le biais du vignoble également. C'est ce que disait Jean Lubert, une des grosses spécificités du Cognac, c'est qu'on a à la fois cette clé d'entrée par le vignoble, mais également par le produit fini, par le Cognac. Et enfin, on a les familles qui viennent dans la région pour d'autres raisons que le Cognac, mais qui profitent de ce passage, effectivement, pour venir visiter une maison de Cognac. Monsieur Dogeron, vous adaptez, vos circuits touristiques, en fait, à ces profils, ces différents profils que vient de nous énoncer Monsieur Jouot ? Oui, complètement. On a cette première population qui est curieuse, qui vient dans notre région, souvent via la côte atlantique, comme disait Jean Hubert. On a affaire à des gens qui ont envie de découvrir, ils ne savent pas ce que c'est que le Cognac, ils veulent en savoir plus, comprendre comment on le fait, quelle est l'histoire d'une maison comme la nôtre, et puis comprendre ses modes de consommation. En général, ils sont ravis. Donc on est sur quelque chose une entrée, on va dire, une initiation au Cognac et à notre maison. Puis à l'inverse, à l'autre opposé, on va avoir des personnes, des passionnés de vin, de spiritueux, de gastronomie, qui veulent vraiment aller très loin, et on va passer jusqu'à 4 heures avec eux. On va aller dans notre distillerie, dans notre vignoble, et puis passer beaucoup de temps à discuter, à expliquer, à rencontrer les professionnels qui font. Voilà, donc entre ces deux extrémités, il y a plein d'offres intermédiaires qui permettent de répondre à toutes les envies. Ce deuxième profil de touristes, c'est peut-être eux qui consomment, qui achètent au domaine ? Pas nécessairement, au contraire, c'est tous. Je dirais que pratiquement 100% des gens qui viennent chez nous repartent. Alors on a aussi une belle boutique où on retrouve l'ensemble des cognacs de la maison, mais pratiquement toutes les personnes qui viennent à nous repartent avec un ou plusieurs cognacs depuis Cognac. Ouais. Monsieur Durand, vous vous retrouvez un petit peu dans ces profils de touristes, ceux qui viennent visiter votre domaine, puisque, comme on l'a compris, il y a aussi un aspect romantique, puisque ce domaine appartenait à Alfred de Vigny, ou est-ce que, à l'opposé, c'est des profils complètement différents ? Non, on retrouve bien ces profils-là, effectivement. Alors, avec... Effectivement, particulièrement par rapport à Alfred de Vigny, il y a une autre porte d'entrée qui est justement la partie littéraire, et donc on peut avoir des profils de personnes qui viennent vraiment pour la découverte de l'histoire littéraire du domaine, mais on retrouve bien ces catégories de profils qui ont été identifiés, dont M. Jouot vient de parler. Et c'est vrai que l'idée, c'est on a vraiment derrière des profils très différents, et c'est d'adapter le discours, d'adapter aussi les animations qui peuvent être proposées pour essayer de plaire aux
au plus grand nombre. Donc c'est vrai qu'on ne s'adresse pas à une famille comme on peut s'adresser à une personne qui vient vraiment, qui est amateur de cognac. Donc il faut après adapter effectivement le discours en fonction de la personne. Quelles sont les animations, si vous pouvez nous donner des exemples justement? Alors dans le cadre de la communauté Explore Cognac qui a été mis en place par le BNIC, on y reviendra justement. Oui. On a proposé effectivement une animation qu'on intitule Verre de poésie. Donc l'idée c'est de pouvoir venir déguster un verre de cognac et en même temps de pouvoir écouter un poème dans la cellule que Vigny utilisait pour trouver l'inspiration. Donc l'idée c'est vraiment de se plonger dans cet univers dans lequel Vigny était, puisque Vigny distillait déjà des eaux de vie, et donc de se retrouver dans cette petite cellule de 4 mètres carrés, très intimiste, tapissée de bois, et de retrouver un petit peu voilà, les parfums du cognac, d'apprécier justement ce produit, tout en écoutant aussi de la poésie et de la littérature. Un poème, ça se lit, ça s'écoute surtout. Et donc voilà, c'était l'idée donc c'est de une expérience mettre ça en très place. Originale. On a mis ça en place et on va la développer donc effectivement encore cet été. Vous en parliez tout à l'heure. Explore Cognac, Monsieur Jouot, qu'est-ce que c'est? Explore Cognac, c'est une plateforme qui a été mise en place depuis l'année dernière, qui a pour but de mettre en avant les différentes expériences que peuvent proposer la région autour du cognac, les différents opérateurs de la région autour du cognac. Donc ça n'est pas forcément que les maisons de cognac ou les viticulteurs, ça peut également impliquer des restaurateurs, des hôteliers, des restaurateurs par exemple qui vont faire des menus autour du cognac. Et ça permet pour un visiteur potentiel d'avoir une porte d'entrée à toutes les expériences qui peuvent exister dans la région. Donc cette plateforme, elle a démarré l'année dernière. Elle est en train petit à petit de se développer en y rajoutant de plus en plus d'expériences. Et le but est de vraiment en faire la porte d'entrée, oui, en termes d'expériences proposées aux visiteurs de la région. Charente Tourisme s'est associé à cette initiative? Charente Tourisme, oui, on s'est associé, on a porté cette expérience parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle les contrats de destination, qui à l'échelle nationale justement sont portés par Atout France, qui est, pour résumer Atout France, c'est l'agence touristique de la France qui fait la promotion de la France dans le monde. Et aujourd'hui, nous, à Charente Tourisme, on avait l'expérience avec un contrat de destination sur la côte atlantique, et on s'est dit, il faut... Qu'est-ce qu'un contrat de destination pour nos téléspectateurs? Un contrat de destination, c'est-à-dire que vous avez en France une vingtaine de sites qui ont été identifiés par l'agence qui fait la promotion de la France dans le monde, qui sont des sites remarquables. Et nous, on savait que par rapport à ça, avec le vignoble du cognac, on avait un produit remarquable pour faire rayonner la France et pour faire donner envie de venir en France. Par exemple, les vignobles de Bordeaux, oui, il y a les vignobles de Bordeaux, il y a les Champagne, vous avez d'accord. également toute la côte atlantique, vous avez également une partie de la Riviera française, donc des spots qui sont vraiment identifiés comme étant remarquables et d'intérêt national à l'étranger. Et avec le vignoble du cognac, on avait quelque chose de remarquable. Et Explore Cognac, ce qui est fascinant, c'est que là, tous les acteurs se sont retrouvés main dans la main, que ce soit le public, les professionnels, les interprofessions, tout le monde. Quand on a fait la première réunion, on s'est retrouvé avec une quarantaine de personnes, toutes les grandes maisons. Et vraiment, ce qui a changé sur ce territoire depuis 3-4 ans, c'est qu'il y a une volonté collective d'investir le champ touristique, parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que malheureusement, le cognac n'a pas la notoriété qu'il devrait avoir en France, et il faut que tous, collectivement, on se prenne par la main et on fasse une grande chaîne qui entraîne les Français à venir découvrir cette pépite extraordinaire. Vous parlez d'une tendance récente, 3-4 ans. À quoi est due en fait finalement cette prise de conscience ? Je pense que la prise de conscience, elle est liée à l'évolution des modes de consommation, mais là, c'est peut-être pas moi qui suis le plus à même d'en parler, mais maintenant, il y a une volonté de savoir ce qu'on va boire. Il y a une volonté, on en parle, c'est de localiser et de comprendre le sens de ce qu'il va avoir dans un verre. Et aujourd'hui, avec le cognac, on a un produit qui est remarquable, qui raconte une histoire au niveau de sa distillation, qui est également issu du fruit de la vigne. Donc, pour les Français qui sont en recherche, en quête d'authenticité, on a quelque chose d'extraordinaire. C'est quand même pas normal que ce grand et beau pays qu'est la France soit le premier consommateur de single malt dans le monde et qu'on soit quatrième ou cinquième consommateur de cognac dans le monde. C'est pas possible. Il faut qu'on retrouve justement nos lettres de noblesse en France, et je sais que là, tous les acteurs de la filière sont là-dessus déterminés, alors que la France aujourd'hui, ça reste 1,5 ou 2% du marché du cognac à l'échelle mondiale. La maison Hennessy, qui est une maison très reconnue au niveau mondial, elle a également son rôle à jouer, on imagine. Oui, bien sûr. On a la chance aujourd'hui d'être
la première maison de l'appellation. Donc, on a envie d'embarquer tout le monde avec nous dans cette ambition d'accueillir nos touristes français en particulier. Pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant, 2020 a été quand même une année, on le sait tous, très particulière, et où notre clientèle, nos visiteurs ont été quasi exclusivement français. Et c'est là où on s'est rendu compte, comme le disait à l'instant Jean Hubert, que cet intérêt des Français pour l'authentique, pour ces savoir-faire, ce mode d'élaboration qui est complexe, qui est ancestral, sont vraiment des sujets qui intéressent les Français. Et au-delà du produit, ils ont vraiment envie de comprendre de cette région, de comprendre ce savoir-faire, de comprendre bien sûr la spécificité de chacune de nos maisons. Je crois qu'il y a aujourd'hui plus que jamais un vrai intérêt des Français au-delà du cognac aussi pour la région, pour la destination, qui se caractérise par cette valeur du temps très importante. Ici à Cognac, on prend le temps de faire et de bien faire les choses. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce que recherchent les visiteurs français, les touristes. Et justement, Monsieur Durand, avec cette clientèle touristique française, est-ce que vous avez adapté justement les circuits? Peut-être vous vous êtes rendu compte aussi qu'il fallait peut-être évoluer pour répondre plus à ces besoins de ces touristes français? Oui, tout à fait. Il y a effectivement, on le sent, des besoins de nature, des besoins d'authenticité. Effectivement, c'est un terme qu'on reprend. Et on a mis en place justement aussi des balades dans les vignes, par exemple, pour expliquer que notre travail de vigneron, expliquer aussi toutes les étapes de la vigne, le raisin, et bien voilà, les vendanges. Et c'est vrai que tout ça, il y a vraiment une attente. Une vraie demande finalement. Ça, c'est les besoins, les envies des consommateurs ont finalement évolué. Est-ce que vous pensez que c'est lié, par exemple, à la crise sanitaire, finalement ? La crise sanitaire, très clairement, elle limite la possibilité de se déplacer. Donc, elle met en exergue des endroits de France qu'on a envie de découvrir. Et pour les Français, ça a été la possibilité de se rendre compte que la France est un pays aux 1000 terroirs. Et moi, j'ai une petite phrase pour le territoire des Charentes avec un S, c'est terroir à saveur ajoutée. Et dans le reportage que vous nous avez diffusé, il y a une expression que j'ai adorée, c'est terroiriste. Et je pense que tous, ici, autour de la table, on est des terroiristes et on a envie justement de faire aimer ce terroir. Et là, par rapport à ça, il y a également une autre opération qui peut participer à cette plus belle notoriété pour les Français. C'est ce qui est en train de se passer auprès de l'UNESCO, où on est en train d'essayer de faire reconnaître les savoir-faire du cognac au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et si on réussit à obtenir ce coup de projecteur sur la région, ce sera un plus incroyable pour la connaissance et la reconnaissance du cognac par les Français. Parce qu'on sait que quand il y a le mot UNESCO, les Français, tout de suite, ça fait tilt. Ça serait en complément, finalement, du contrat de destination. C'est deux choses différentes. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le contrat de destination, c'est les clientèles internationales. C'est essentiellement l'Angleterre, la Chine et les États-Unis. Donc en ce moment, c'est un petit peu compliqué. On travaille, mais il a échappé à personne que c'était compliqué. Et pour ce qui est de l'UNESCO, là, c'est une reconnaissance. L'UNESCO a différents modes de reconnaissance culturelle sur des sites. Et là, c'est sur tout ce qui est patrimoine immatériel. Donc c'est comment est-ce qu'est fait le cognac? Et donc là, quels sont les différents artisanats qui se mettent en place? Quels sont les différents métiers, l'intelligence de la main et du palais également? Et donc tout ça pourrait être classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, au même titre que le menu français a été classé. Et donc, ce serait vraiment un coup de projecteur sur la destination incroyable. Et qui est à l'initiative, en fait, de cette reconnaissance par l'UNESCO? Là, c'est Jérôme Sourisseau qui a porté ça, vraiment. Exactement. Et le BNIC peut-être est aussi associé. On est totalement impliqué, puisque qui dit savoir-faire dit également protection des méthodes d'élaboration du cognac. Et le gardien du temple, en ce sens, c'est effectivement le Bureau national du cognac. Donc oui, le BNIC est totalement partie prenante dans ce projet, totalement partenaire. Contrat de destination, UNESCO, finalement, tout ça profite aux maisons. Est-ce qu'il y a également une plus-value en fait touristique pour ces maisons en dehors en fait des ventes à proprement dit de cognac? Monsieur Durand? La première plus-value, c'est l'échange humain qu'on peut avoir avec nos visiteurs. Et c'est extraordinaire de recevoir sur place. Et je redis, effectivement, montrer l'essence même de notre métier, qui est un métier, au final, très varié, parce que voilà, les vignes, parce que la distillerie, parce que les fûts. Et ces échanges-là, c'est une plus-value extraordinaire. C'est la première des plus-values pour moi.
Pour la maison Annecy également, ou finalement vous n'avez peut-être pas besoin d'organiser ces circuits touristiques pour vous faire rayonner la maison? Alors pour vendre nos cognacs, a priori, on pourrait s'en passer, mais en revanche, on a ce sens de l'accueil. Depuis les années 1930, nous accueillons du public ici à Cognac. Donc c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN. On aime accueillir, on aime partager, on aime expliquer aussi nos valeurs, nos façons de voir et de produire les choses. Donc comme on le disait à l'instant, c'est vraiment cet échange, cette interaction avec le public fait partie aussi nous enrichit tous, évidemment. Il y a une problématique que je voudrais évoquer, c'est que donc Charente, Cognac, c'est une région enclavée, contrairement par exemple à Bordeaux ou à Saint-Émilion où c'est peut-être plus facile d'y accéder. Comment vous allez faire peut-être Charente Tourisme pour pallier à cette difficulté? Déjà, ça pour y pallier, on ne va pas construire d'autoroute, on ne va pas construire d'aéroport tout de suite, mais moi il y a un rêve que j'appelle de mes voeux, c'est créer la route 66 de l'onotourisme. C'est-à-dire que quand vous avez 33, plus 17 la Charente-Maritime, plus 16 la Charente, vous arrivez et vous avez cette route 66 qui se fait naturellement parce qu'aujourd'hui, la première porte d'entrée des étrangers sur notre territoire, c'est l'aéroport de Mérignac. Donc, autant leur proposer, dès qu'ils vont arriver, cette route 66 de l'onotourisme, du spiritourisme, et je suis sûr qu'on aura un succès incroyable. Il y a déjà des possibilités quand on arrive justement à l'aéroport de Mérignac d'aller directement dans la région de Cognac. Il y a des choses que vous avez mises en place d'ores et déjà? Nous, ce qu'on met en place, c'est que maintenant, quand vous arrivez à l'aéroport de Mérignac, vous avez des relais H, et dans ces relais H, vous avez des guides de voyage Michelin, Charente au pluriel, Food and Travel, ou le guide du routard, Charente toujours. Donc là, on est en première ligne. Et ensuite, on a également, ce qu'on fait, c'est surtout sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, c'est le principal moteur d'influence et on a une liberté incroyable. Et donc, on raconte des histoires. On va, avec le BNIC, chercher des influenceurs qui vont raconter des histoires autour du terroir, qui vont raconter des expériences de dégustation, de visite, avec des images incroyables, parce qu'on a une lumière sublime. Et donc ça, les gens ont cette quête. Et là-dessus, on peut raconter des choses. La stratégie numérique, justement, le BNIC essaye de jouer là-dessus, peut-être aussi pour développer le tourisme autour du cognac? Alors bien sûr, la plateforme Explore Cognac est effectivement une plateforme numérique, donc ça démarre oui. par là, effectivement. Ensuite, il y a énormément d'autres projets et des moyens de diffusion. Le BNIC communique énormément via les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou autres, sur toutes les activités qui sont autour du cognac, sur tous les savoir-faire du cognac, sur toutes les expériences qui puissent exister. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est développé fortement ces dernières années et qui est amené à se développer encore plus. Et une des grandes forces du cognac, ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est certainement un des noms français les plus connus au monde. Et ça, c'est une force incroyable. Demandez à un Chinois, il sait ce que c'est du cognac. Demandez à un Américain, il sait ce que c'est du cognac. Il y a très peu de catégories de produits qui sont dans ce type de situation. Et ça, c'est un avantage énorme, une opportunité fabuleuse de développer encore plus le nombre de visiteurs qui viendraient dans la région. Le Bordeaux vous fait pas de l'ombre? Le Bordeaux, je pense qu'on est extrêmement complémentaires et je pense qu'on est maintenant dans la même région. On est en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont deux régions qui sont limitrophes. Bordeaux est une énorme destination œnotouristique d'ores et déjà. Il y a énormément, comme on l'a dit tout à l'heure, de visiteurs qui viennent justement pour ce côté œnotouristique. C'est peut-être à nous de leur rappeler effectivement qu'on est juste à côté et que quand ils sont à Bordeaux, c'est 3/4 d'heure de voiture supplémentaire pour passer des vignes du Bordelais aux vignes du Cognacé. Donc je pense qu'on a plus à gagner à travailler ensemble. Si on fait la somme de ces deux noms, Cognac et Bordeaux, ce sont deux des noms les plus connus à travers le monde. Donc on a plus à gagner à travailler ensemble qu'à penser qu'il puisse y avoir concurrence entre les deux. Il y a des choses qui ont été mises en place justement? Alors c'est en train de se faire. Ouais. C'est Jean-Hubert qui en parlera mieux. Jean-Hubert Lelièvre, un commentaire peut-être là-dessus? On y travaille clairement et là on y travaille avec le comité régional du tourisme. Par exemple, Explore Cognac, c'est le comité régional du tourisme qui est également à nos côtés pour porter cette marque. Donc ça veut dire que là, il y a un regard de Bordeaux et qui voit une forme de complémentarité. Et je vous dis, la route 66, ça les fait sourire aussi, mais ça fait son petit bonhomme de chemin. Et quand vous nous avez demandé ce qui se passe dans un aéroport comme celui de Mérignac ou même dans les grands aéroports de France, c'est que souvent, quand vous allez, à l'époque, dans les boutiques de duty-free, vous avez des corners cognac qui sont remarquables. Et très souvent, l'avantage qu'on a, c'est que ces corners de cognac sont assortis d'une carte de France
qui montre où est la zone, où est créé le cognac. Donc, pour tous les touristes qui passent, s'ils jettent un œil, s'ils vont acheter une bouteille, ils ont également la possibilité, parce qu'on reconnaît facilement le trait de l'hexagone, c'est également un trait qui est assez connu et qui permet d'identifier la place du cognac et l'endroit où se situe cognac. Et donc ça, c'est assez remarquable. Et quand je parle de cette route, moi, j'ai fait l'expérience avec un Japonais qui était venu. Et quand il avait pris conscience de la proximité entre Bordeaux et Cognac, il dit, mais nous, au Japon, on fait ça dans la journée. Et il y a En fait, ça fait peur, cette distance. En fait, les personnes ont l'impression que c'est très, très loin, nous, très Français, compliqué, peut-être. on n'a pas le même rapport aux distances que justement les Américains, les Japonais, les Chinois. Et ça change tout. C'est-à-dire que pour un Français, aller de Cognac à Bordeaux, il faut la journée. Pour un Américain, un Japonais, un Chinois, c'est la matinée. Et voilà. Et après, on va continuer sur une troisième destination. Il y a cette culture aussi à mettre en place. La maison Annecy met en place justement des transports, des liaisons entre La Rochelle et Cognac, entre Bordeaux et Cognac, pour justement faciliter la venue des touristes. Des transports, non, mais en revanche, moi j'ai très vite identifié, puisque je suis arrivé il y a 5 ans dans la région, j'ai très vite identifié qu'il y avait une belle complémentarité entre Bordeaux et Cognac, notamment en période hivernale. Bordeaux se plaignait quelque part de manquer un peu d'attractivité pour ses touristes l'hiver, puisque c'est vrai que la visite des châteaux, des chais l'hiver, c'est pas super glamour. À l'inverse, nous, ici, c'est la période de la distillation, avec toute la magie que ça englobe, et puis c'est aussi un moment de douceur, parce on a des températures très agréables dans nos distilleries à cette période de l'année. Et finalement, moi j'ai travaillé avec des grands hôtels bordelais, et on a mis en place effectivement des offres qui packageaient des expériences à Bordeaux et des expériences à Cognac, avec une certaine réussite. Et là, on s'adresse vraiment à des grands amateurs, des gens qui veulent vraiment aller plus loin et qui sont prêts à faire, comme on le disait à l'instant, 1 heure et demie de route pour se rendre à Cognac, après en étant basé à Bordeaux la plupart du temps. Le format de ces séjours, de courts séjours, longs séjours, sur une journée, est-ce qu'il y a comme ça des préférences à distinguer? Monsieur Durand, peut-être? Alors, après, l'idée, c'est d'accueillir le plus de monde possible, donc que les personnes soient là sur 2 jours, sur 1 semaine ou sur 3 semaines. L'idée, c'est justement de susciter l'intérêt et de proposer... Mais peut-être que votre circuit est condensé justement parce que ces gens sont là sur une journée, sur une demi-journée, ou peut-être l'offre est beaucoup plus large, se déroule sur plusieurs jours. Il y a, je dirais, quelque chose qui a été dit, c'est prendre le temps. En Cognac, je pense qu'il y a cette valeur aussi à mettre en avant, c'est-à-dire qu'on est sur un produit qui nécessite un temps long. Et dans une société aujourd'hui où tout va très vite, proposer aux gens de s'arrêter 1 heure, 2 heures, et c'est quand même très important. Et si ces personnes-là, effectivement, sont là seulement sur une journée ou 2, juste prendre le temps, faire une bulle et de venir de visiter une distillerie où justement, effectivement, il y a cette douceur de vivre, ces douces effluves. Il y a un rapport au temps qui est complètement différent. Et même si on est là seulement sur 2 jours, eh ben on oublie un petit peu l'aspect très très rapide de nos vies d'aujourd'hui. Et on propose une petite bulle de repos, et je pense que c'est ça qui est au final le plus important. Et donc, je pense que c'est pas si important que ça que les gens soient là sur 2 jours, 3 jours ou 1 semaine. Le tout, c'est de leur faire oublier leur quotidien, leur stress de la vie citadine, et de venir profiter de ce calme. Une parenthèse bucolique, finalement. C'est très romantique. Je trouve que voilà. Monsieur Jouot, vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que au-delà de prendre le temps, ce qui est intéressant, c'est que on a tous des offres qui sont très diversifiées, très variées. Une visite dans une grande maison de cognac ne sera pas forcément la même expérience que celle qui sera proposée chez un viticulteur. On est tous extrêmement différents. Il y a une vraie richesse de propositions dans la région. Mais est-ce que tout le monde travaille main dans la main? Alors, tout le monde travaille main dans la main, effectivement, pour attirer du monde dans la région et pour tirer dans le même sens et de faire de Cognac une vraie destination touristique, que ce soit les représentants du BNIC, les membres de la viticulture, du négoce, Charente Tourisme, les institutions. On a tous le tourisme, c'est une vraie richesse qu'on peut apporter à la région, et le Cognac est une vraie porte d'entrée pour le tourisme dans la région, très clairement. Juste pour rebondir par rapport à ça, si vous m'autorisez, désolé, c'est que moi, il y a également un travail que fait l'Office de tourisme de Cognac qui est remarquable. Et moi, j'ai un rêve
par rapport à la destination Cognac, par rapport à ce qu'on met en place avec Explore Cognac. Un deuxième rêve alors. Oui, un deuxième rêve. Je rêve d'un billet unique. D'accord. Quand on vient à Cognac, parce que nous, on sait qu'il y a différentes maisons, on sait qu'il y a des distillateurs, on sait qu'il y a des vignes, mais je rêve d'un billet unique où là, toute l'interprofession, tout le monde réussisse à se mettre autour de la table et pour un montant, quand on vient, on a ce billet unique qui nous permet d'aller dans les maisons, d'aller dans les distilleries, de visiter, de rencontrer. Et je pense que là, on participerait à la montée en gamme et en visibilité de notre offre sur le territoire. C'est un projet qui est réalisable ? C'est un projet qui demandera du temps et aujourd'hui avec Explore Cognac, vraiment, il y a un vrai changement parce que tout le monde s'est retrouvé main dans la main et moi j'ai la faiblesse de penser que c'est possible et qu'aujourd'hui les esprits sont peut-être mûrs pour y arriver quand on voit les investissements conséquents qui ont été réalisés par les maisons de cognac pour renouveler leur circuit de visite. C'est remarquable ce travail qui a été mis en place. J'ai une question justement aussi sur les infrastructures hôtelières. Est-ce que l'offre est suffisante pour justement accueillir ces touristes et remplir les objectifs dans les années à venir ? Là-dessus, allez-y, monsieur Lelèvre. C'est un vrai sujet. Et c'est parce que par rapport à ça, il faut vraiment qu'on ait une offre hôtelière qui se développe, qui se structure. Et il faut qu'on donne confiance à la fois aux professionnels pour qu'ils soient en capacité d'investir. On le voit, il y a des établissements qui se montent. Il y a un immense établissement qui s'est monté à Cognac. Aujourd'hui, il est à l'arrêt à cause de la situation sanitaire. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on continue à muscler notre offre d'accueil sur le territoire. On a des professionnels qui s'occupent de gîtes qui sont remarquables, qui font un travail remarquable. Aujourd'hui, 10% de nos nuitées sont dans les gîtes, 9% dans les hôtels et 20% chez les amis proches. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur l'accueil hôtelier et ça, c'est un vrai sujet et ce sera un début de réponse. Plus on aura de projets structurants, mieux ce sera. Monsieur Durand, vous accueillez, vous, des touristes ? Vous faites peut-être maison d'hôtes, chambre d'hôtes ? Puisque je sais que vous accueillez du public, par exemple, pour des événements privés, type mariage. Est-ce que aussi vous accueillez en tant que chambre d'hôtes ? Alors non, par contre, on ne propose pas aujourd'hui de gîte ou de chambre d'hôtes, tout simplement parce que dans l'enceinte du domaine, tous les bâtiments aujourd'hui sont occupés. Mais c'est vrai une idée peut-être ? Alors, on travaille en fait vraiment en étroite collaboration avec les gîtes à proximité. Après, c'est très intéressant de recevoir aussi sur place, mais c'est un autre métier. Notre métier de vigneron est déjà assez j'allais dire, intense. Et donc, peut-être savoir se recentrer sur les choses qu'on sait faire et ensuite, accueillir. L'accueil après de nuitée, c'est encore autre chose. Donc là, ça, je le laisse plutôt pour l'instant aux professionnels. Vous en parliez tout à l'heure de la crise sanitaire, de l'impact de la pandémie. Monsieur Jouot, peut-être, est-ce que vous avez des retours des viticulteurs, des vignerons qui ont fait face à ces difficultés ? Alors là, c'est les vignerons, ça serait Mathieu qui en parlerait mieux que moi. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la crise sanitaire, elle a eu fortement un impact sur les expéditions de cognac, mais un impact qui a été très mesuré, puisqu'en fait, à fin décembre, l'impact sur les ventes a été de à peu près 11%. Mais par contre, avec de grosses différences d'un marché à un autre, à savoir que sur la totalité de l'année 2020, le marché américain est à la hausse. Très légèrement. Alors certes, les marchés européens et surtout les marchés asiatiques ont été en baisse. C'est aussi beaucoup lié à l'impact d'un canal de distribution qui est très important pour nos produits, qui est le duty free, le travel retail, qui lui fatalement est totalement à l'arrêt. Mais si on fait abstraction de ça, globalement, les ventes de cognac se portent bien et on est très très confiant dans l'avenir et sur la capacité de la catégorie à rebondir très vite. Et on est déjà au début du rebond. Donc on n'a pas d'inquiétude sur l'avenir, très clairement, de ce côté-là. Et des répercussions sur les projets de Charente Tourisme également, peut-être ? Sur les projets de Charente Tourisme, disons que sur Explore Cognac, c'est vrai que ce qu'on avait commencé à mettre en place sur la zone Chine, la zone Amérique et la zone Grande-Bretagne, c'est compliqué, c'est un peu à l'arrêt. Donc ça nous permet de travailler sur l'architecture marketing de l'offre, mais après, pour aller chercher les clientèles étrangères, c'est pour ça que c'est difficile. Et donc, nous, les projets, je vous l'ai dit en début d'émission, c'est le guide Food and Travel, qui est le 5e guide de cette catégorie qui est publié. Cette année, il y en a 2. Je crois qu'il y a Rome et Charente avec un S. Donc là, ça veut dire qu'on met le paquet sur notre destination et sur sa dimension à la fois nourriture et à la fois patrimoniale. Et si jamais vous avez l'occasion de le feuilleter, vous verrez, il y a des profils qui sortent du lot et qui dynamise un petit peu l'activité et la destination.
Des difficultés dues à la crise sanitaire, Monsieur Durand, vous avez dû y faire face ? Alors oui, même si on s'est aperçu quand même que l'été 2020, en termes de fréquentation, a été un bel été. De fréquentation touristique. En fréquentation touristique. Moi, les indicateurs de juin, juillet, août sont en hausse. Alors certes, on voit quand même des baisses sur les premiers et deuxièmes confinements, mais on a été forcément un petit peu impacté. Après, le cognac reste un produit qui se garde dans le temps, qui s'améliore même avec le temps. Donc certes, on peut voir de manière ponctuelle des baisses, mais ça reste un produit qui peut se garder. Donc tant qu'il est en fût, il prend des qualités, il va prendre des parfums supplémentaires. Donc il faut pas être trop, il faut pas avoir peur par rapport à ça. Il faut juste adapter justement les mises en bouteille, les choses comme ça. Mais ça nécessite de s'adapter. Mais ça, être vigneron, c'est s'adapter sans cesse avec la nature, avec tout ça. Donc voilà, c'est juste une façon de rétablir un petit peu les choses. La maison NCA également a dû s'adapter, comme le dit Monsieur Durand. Oui, bien sûr, on s'est adapté. On a mis en place l'été dernier, par exemple, un bar de dégustation, tout simplement parce que on avait des jauges qui étaient réduites sur nos visites compte tenu des règles sanitaires. Donc, on a mis en place un bar à côté de l'activité de visite classique. Ça a connu un certain succès et ça permettait effectivement de pouvoir répondre à la demande qui était en forte hausse du côté du public français. Voilà, ça a été ce genre d'adaptation qu'on a mis en place. On a aussi bien sûr développé beaucoup la communication digitale via les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, il faut d'autant plus exister à travers la sphère digitale, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. On retiendra également la parenthèse bucolique de Monsieur Durand et les rêves de Monsieur Lelièvre. À bientôt pour un nouveau numéro de Débat Doc.